3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Saunier est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel. Bonsoir. Ravi de vous retrouver également Julien Nebenzal avec nous ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de Futur IM et Régis Béguet avec nous également ce soir. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, directeur de la gestion action de Lazare Frères Gestion. Et toujours écrivain, Régis. Toujours écrivain. Jamais absolument. 203. À temps partiel. Non, mais c'est la petite minute promo, il faut, parce que. C'est gentil, Il n'y a Grégoire. pas tant de N'hésitez financiers pas. écrivains que ça Absolument. sur la place. Un roman de suspense et également une intrigue psychologique et j'espère donc le plus attachant possible pour le lecteur. C'est inspiré par votre expertise financière. On parle de finance, Alors d'économie. le tout début, comme je le dis dans la première page, librement inspiré de faits qui n'ont rien à voir. Donc le tout début porte sur un délit d'initié, une petite intrigue financière qui démarre dans les années 80, mais très très rapidement on s'éloigne du sujet financier et on se réfère beaucoup plus à l'histoire de France et du monde d'ailleurs, avec des références notamment à la période de l'occupation et voilà. Bon. Félicitations pour ce 3e roman, Régis, donc publié. Merci beaucoup. Aux éditions Grégoire. Plume Noire, c'est ça Plume Noire, édition Lucien Souni, collection Plume Noire, Rodrigo, ça s'appelle. Merci comme le beaucoup. nom de son personnage éponyme. Je nous ramène aux considérations Absolument, financières. bassement matériel, je vous reconnais bien là. Non mais je commence avec vous Julien, sur cette histoire d'inflation. Alors évidemment, il y a le niveau de l'inflation, 7%, au plus haut depuis 1982 aux États-Unis, etc. Moi, ce qui me marque, c'est depuis 2 mois, depuis la publication de l'inflation de novembre, là c'est l'inflation de décembre dont on parle, il n'y a plus de surprise. Le marché, les économistes sont bien calés sur l'inflation qui est réalisée aux États-Unis. 6,8 attendus en novembre, 6,8 sortis, 7% attendus en décembre, 7% sortis, et le marché ne bronche plus. Est-ce que c'est la fin des surprises sur l'inflation ? On parlera du niveau, mais est-ce que c'est la fin des surprises déjà sur l'inflation ? Alléluia, on peut pas... Enfin, c'est vrai que la vitesse de progression des prix, la dynamique a été surprenante, mais on ne peut pas non plus ne pas tirer les leçons de cette dynamique et à un moment que le consensus soit rejoint. Enfin, le consensus arrive à cibler en fait ce qui se passe. Voilà. Donc, moi j'y vois surtout, enfin, l'interprétation que j'en fais, c'est un petit peu ce que j'attends d'ailleurs, c'est le fait que la dynamique de l'inflation est en train de ralentir. C'est-à-dire tout ce qui a été construit depuis 1 an et demi est en train en fait de mûrir d'une certaine manière. Et c'est pas le terme de deuxième tour, parce que enfin, ce qu'on appelle le deuxième tour, le second tour, c'est souvent l'enchaînement salaire qui se développe, etc. C'est plutôt les conséquences dans les structures de cette poussée d'inflation, qui, elles, à mon avis, ne sont pas du tout escomptées aujourd'hui, mais qui, de toute façon, ne peuvent pas arriver, parce qu'il faut d'abord cette maturité de la dynamique d'inflation, dynamique des prix, et puis ensuite, on verra un deuxième temps, à mon avis, d'ici 1 an ou 2, peut-être même plus significatif que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Mais là, ce qu'on a, c'est... Ça y est, on a compris quelle est la donne, on a compris comment les choses se sont enchaînées pour arriver à ça, et donc le marché n'est pas si surpris. Voilà. Ouais. Non, mais c'est un point important de comprendre quand même ce qui se passe du point de vue de l'inflation, parce que les premiers gros chiffres en avril 2021 aux États-Unis ont été suivis par des écarts et des surprises très importantes à chaque fois. Encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'on entre dans une nouvelle phase ? Est-ce qu'il y a une idée de normalisation du sujet inflationniste ? Encore une fois, les niveaux restent très élevés, la progression reste très importante sur 1 an. Régis. Normalisation, je dirais pas ça. Je dirais qu'effectivement, en avril, il y a eu ces premiers chiffres extrêmement surprenants, extrêmement forts. Je me rappelle très bien, on les avait commentés ici même ensemble. Et finalement, il y a eu ce déni quand même de la Fed qui a duré des mois, en disant non, c'est transitoire, c'est comme attendu, alors qu'en réalité, ça n'était pas comme attendu, puisque même si on savait qu'il y aurait une poussée inflationniste au printemps, elle était au moins du double de ce qui a été communément admis, donc on savait d'ores et déjà que ça n'était pas comme attendu, mais il y avait ce déni insistant de la Fed et de la Banque Centrale Européenne, et on s'était dit, c'est très intéressant, parce qu'on s'était dit précisément, attendons de voir novembre-décembre, les aides, les incitations vont se retirer,
retirer, voyons si du côté de la demande ça tient toujours et voyons si les pressions salariales qu'on voyait poindre se confirment alors qu'on est dans un monde qui est beaucoup moins subventionné. Eh bien oui, novembre, décembre les ont confirmés, tous les chiffres récents ont confirmé cette poussée inflationniste quand même et cet enclenchement maintenant des salaires qui suivent cette augmentation, qui suivent ou qui accompagnent, hein, c'est pas forcément d'ailleurs une relation de cause à effet, mais enfin il y a parallèlement une augmentation des prix et une augmentation des salaires, et c'est bien ça, et depuis 10 ans qu'on en parle, de ce retour éventuel de l'inflation, c'est bien ça qu'on attend, c'est la poussée salariale, et c'est celle qu'on voit venir. Alors c'est vrai... Ça, c'est le phénomène qui vous intéresse, parce que dans le chiffre global du jour, il y a quand même une grosse partie de l'inflation qui est liée encore au prix des biens durables, à commencer par toujours cette histoire de voitures d'occasion ou de voitures neuves, etc. Bien sûr, il y a des aspects techniques. Dans la décomposition, le poids Covid est encore quand même très important. Bien sûr, il y a des aspects techniques. Il y a eu l'affaire de la TVA en Allemagne aussi. Alors là, pour l'inflation européenne, oui, d'accord. Pour l'inflation européenne. Donc il y a eu des phénomènes techniques qui ont troublé la lecture de ces chiffres. Et je pense que personne ne prétend aujourd'hui qu'on va rentrer dans un monde inflationniste à 7, 8 ou 10% par an. Je pense que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on passe de 0,2 à 3, 4, 5, voilà, ça c'est le sujet. Mais 3, 4, 5 et 2, c'est pas du tout pareil. Bien sûr. Et c'est pas du tout pareil pour les marchés obligataires. Et c'est pour ça qu'aussi le phénomène nouveau, récent, c'est que le marché obligataire a réagi. Il a fini par y croire à la suite de la déclaration de Powell, évidemment, qui a annoncé donc une réduction de son bilan et puis des hausses de taux un peu plus fréquentes, un peu plus rapides que ce qui était auparavant envisagé. Mais effectivement, ça a été aussi parce qu'il y a eu plusieurs faux départs quand même depuis 6-8 mois, mais jusqu'à présent les marchés obligataires n'avaient pas tellement réagi ou à peine. Là il y a eu une vraie réaction du marché obligataire, donc une vraie reconnaissance qu'on était rentré dans un monde un peu différent. Après, par effet de base, effectivement, de toute façon les choses vont s'apaiser dans le courant de l'année 2020. Donc finalement une situation qui s'assainit de votre point de vue, j'entends. Absolument, une situation qui s'assainit. Les marchés obligataires sont un peu plus raisonnables qu'ils ne l'étaient, et clairement, les banques centrales aussi ont un discours de vérité. Enfin, la Banque centrale américaine uniquement pour l'instant a un discours un peu plus de vérité que ça n'était le cas jusqu'à présent. Et il faut dire que la situation européenne est aussi un peu différente. On n'a pas alors on a une poussée inflationniste, on a les augmentations de prix en Europe qui sont très très fortes, hein, mais on n'a pas côté salaire, ça ne bouge pas. Pas dans la même ampleur qu'aux États-Unis. Bon, Michel, dans cette histoire inflationniste, encore une fois, est-ce que le fait qu'il y ait moins de surprises sur des gros chiffres d'inflation, est-ce que c'est déjà un premier point, un point de départ qui permet de réfléchir plus sereinement à la situation ? Enfin, le point de départ, pour moi, il en a déjà parlé, c'est qu'il y a deux inflations. En tout cas, il y a deux périodes d'observation. Ce qui se passe aujourd'hui, ça a longtemps été inattendu parce qu'on pensait que la situation Covid, qui crée une forte désorganisation des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de production, n'allait pas durer. Il se trouve qu'avec la multiplication des variants, on se retrouve dans une situation qui dure. Donc le temporaire, l'inflation temporaire dure. Et le souci, et c'est là où... mais parce que la pandémie dure aussi. Enfin, et ça, c'était pas prévu. Défends un peu la réserve fédérale américaine. Donc, donc je comprends tout à fait le discours des banques centrales, initialement, qui était de dire, attendons de voir la poussière retomber, histoire de distinguer ce qui est totalement structurel du conjoncturel dû à la crise. Le souci, c'est que cette inflation conjoncturelle dure plus longtemps que prévu parce qu'on a cette pandémie qui s'installe dans la durée et qu'il y a un risque qu'un continuum se crée avec l'autre inflation, qui est celle beaucoup plus structurelle, qui est liée à tous les changements sociétaux auxquels on assiste aujourd'hui, en particulier la transition énergétique. On commence à se rendre compte que ce n'est pas la panacée et qu'au contraire, ça crée beaucoup d'inflation. Et si on combine ça avec la géopolitique, on n'est plus à la fin de l'histoire qu'on clamait à la fin des années 90. Aujourd'hui, on est plus à une repolarisation du monde. On parle de plus en plus, même si ce n'est pas vraiment effectif aujourd'hui, de relocalisation des industries stratégiques. Donc ça, ce paquet transition énergétique, relocalisation, repolarisation du monde, c'est pour moi inflationniste. Alors ce ne sera pas, encore une fois, on en parlait, des inflations de 8 à 10%. Néanmoins, ce n'est pas zéro. Et le risque aujourd'hui que je vois pour les banques centrales, c'est qu'on se trouve embarqué dans un continuum avec finalement l'inflation de court terme qui rejoigne l'inflation de long terme. Voilà. Qu'on fasse le pont beaucoup plus rapidement que prévu entre les deux. Sans passer par la case on accalmie, quoi. C'est ça.
Du point de vue des marchés obligataires et des taux américains, des taux longs, Julien, comment vous analysez effectivement alors la construction du sell-off obligataire et donc de la remontée des taux qu'on a pu observer jusqu'à 1,80, 1,81 peut-être sur le 10 ans américain. On avait déjà eu un phénomène au cours du premier trimestre 2021 très reflationniste dans l'idée des marchés qui avait amené le 10 ans américain à 1,80. Est-ce que c'est déjà un plafond de verre ou est-ce que cette fois la construction est faite différemment et peut laisser envisager que 1,80 ne soit qu'une étape vers 2, 2,25, 2,50 ? Oui, alors qu'on aille au-dessus de 2 à 2,50, peut-être à 3 ou 4 ou 5, ça pour moi c'est quasiment... Enfin, ça me paraît évident, mais je raisonne sur 5 ans, 6 ans. D'accord, voilà, c'est bien de préciser l'horizon de temps. Oui. Je reviens dans le fait que l'inflation qui est arrivée là va se diffuser lentement dans les structures et qu'on devrait assister d'ici 1 an ou 2 à quelque chose déjà de plus significatif, de plus prégnant. Ceci étant, la partie conjoncturelle est en train de s'effacer. C'est pour ça que je pense que la dynamique d'inflation est en train de ralentir et que le marché commence à peu près tout intégrer. Et dans ce contexte, il va y avoir effectivement la poursuite de l'idée de normalisation de la politique monétaire et donc le ricochet sur le marché obligataire. Mais tout ça devrait rester très mesuré. Donc je ne m'attends pas à un krach obligataire particulier. Enfin, aujourd'hui, rien n'est inscrit de ce côté-là. Ce qui peut se passer, c'est une série, un petit peu comme ce qu'on a vu cette année, c'est une série d'épisodes un peu d'inquiétude sur le niveau de l'inflation, le juste niveau des taux longs. Et puis, quand les données économiques vont montrer que finalement, il y a aussi une forme d'atterrissage ici ou là sur certains aspects, peut-être à ce moment-là se dire, l'inflation ne va pas être un problème si important que ça tout de suite. Et donc, ce côté un peu range, c'est-à-dire qu'on va dans un sens ou va dans l'autre. En revanche, là, je reviens, c'est pour ça que je ne vois pas de choses très significatives pour le moment. Du côté du marché obligataire américain, l'européen probablement pas non plus. En revanche, la construction de fonds, c'est-à-dire ce qui peut se passer sur quelques années, c'est une véritable construction haussière. Là, on est sur quelque chose qui, pour moi, est probablement assez inévitable. Je ne vois pas comment les taux ne monteraient pas, mais à horizon 5 ans. Oui, c'est ça. Sur 3-5 ans, il faut avoir en tête que le sens est plutôt vers le nord, toujours, comme on dit, pour les taux longs. Et en reprenant tous les éléments, justement, de ce que j'appelais, moi, la rentrée, que l'inflation un peu conjoncturelle qu'on dit liée au Covid rentre dans les structures, c'est les phénomènes géopolitiques, c'est les phénomènes de transition énergétique. Ça, on retrouve ça, et c'est quelque chose qui, là aussi, est tout à fait inévitable. Alors, ce qui va être intéressant de remarquer, c'est parce que les banques centrales ont dit à peu près en 2019 que maintenant elles se situeraient derrière la courbe d'inflation. Ça, c'était la grande décision. Sachant que 10 ans plus tôt, elles ont dit on veut que l'inflation apparaisse. C'est notre choix, on veut. Et du 2% par an sur 5-6 ans, ça fait baisser le ratio dette sur PIB, toutes choses égales par l'heure, etc. On sait bien que c'est ça. Le Covid a changé la donne parce que tous les chiffres ont changé. Mais là, on voit que l'inflation est arrivée. Alors, j'attends de voir si on dit finalement les banques centrales ont atteint leur objectif. Parce que moi, je ne suis pas totalement convaincu, en dehors d'avoir créé un terreau, qu'elles sont à l'origine de l'accélération de l'inflation. Le terreau est là, ça bien sûr. Là, la politique monétaire laxiste est là. Donc la question va être de savoir si on va avoir la perception que les banques centrales, et comment peut-on l'avoir sur 1 an, je ne vois pas comment c'est possible, sont capables de maîtriser l'inflation dans l'autre sens. Parce qu'en fait, l'histoire montre... Elles nous ont toujours dit, elles nous le répètent encore chaque fois qu'elles en ont l'occasion, Jérôme Powell, on sait faire. Oui, mais et vous inquiétez pas, tous les instruments sont à notre disposition pour maîtriser, ramener... Même François Villeroy de Galhau en Europe nous dit on fera tout pour ramener l'inflation à 2%. C'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas grand-chose à faire en Europe de ce point de vue-là. Si on prend les déclarations, on fait aussi du comportement. C'est-à-dire qu'au moment où on ne veut pas d'inflation, on dit qu'attention, c'est le tube de dentifrice. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez sorti la pâte, vous ne pouvez pas le faire rentrer. Et puis quand l'inflation est arrivée, on dit non mais c'est un truc qu'on sait parfaitement faire. C'est pour moi assez performatif, puisque si on regarde l'histoire de l'inflation et la manière dont les autorités monétaires ont traité ce sujet, la causalité immédiate des décisions de politique monétaire et donc de l'abaissement de l'inflation n'est pas du tout prouvée. Il se trouve qu'à certains moments l'inflation recule et que là encore les conditions monétaires qui ont été organisées sont bonnes. C'est le même schéma que le terreau en ce moment, mais de dire qu'elle contrôle cet élément, ça n'est historiquement pas juste. Donc le risque, c'est à un moment que le marché se dise que, mince, les banques centrales sont peut-être pas en contrôle total d'une inflation qui serait beaucoup plus forte. Je comprends, on va naviguer dans ces... Voilà. On va discuter de ça pendant une bonne année. Entre ces différents états d'esprit. Si la Fed...
comment dire, si la Fed est prête à bousculer son calendrier de normalisation de politique monétaire, ok, il y a le sujet de l'inflation, mais est-ce qu'il faut comprendre en creux que c'est la fin de la pandémie, Régis ? Alors voilà, la fin de la pandémie, c'est encore autre chose. Je crois que le monde a fini par s'adapter à cette situation sanitaire. La problématique du variant Omicron rend les choses assez différentes de ce qui a précédé, dans le sens où ça ne bloque pas l'économie, ça ne provoque pas de fermeture, de restauration, etc. Un petit peu de limitation dans les développements, mais dans les déplacements, mais relativement limité. En revanche, ça provoque à grande échelle pas mal d'absentéisme. Et cet absentéisme lui-même contribue à occasionner de nouvelles perturbations dans la production et dans le travail effectif. Et donc, cela a plutôt tendance risque du moins de réenclencher certaines pénuries qui étaient plutôt ces dernières semaines, ces derniers mois, plutôt en train de s'apaiser. Il se pourrait qu'à nouveau on ait des pénuries en matière de production, ce qui a un effet accélérateur encore sur l'inflation. Évidemment, la pénurie à elle seule ne provoque pas l'inflation, mais elle contribue à entretenir le système, et elle en a même été le déclencheur au printemps dernier. Et par conséquent, ce variant Omicron, il est assez pervers de ce point de vue-là, parce qu'il ne ralentit pas la demande, mais il ralentit l'offre, et donc il a tendance à amplifier encore un petit peu le phénomène. Et je pense que c'est peut-être ça que les banques centrales sont en train de percevoir. Ouais. Mais c'est un phénomène, oui, qui peut s'inscrire encore dans la durée, ou est-ce que c'est l'histoire de quelques semaines? Est-ce qu'on peut anticiper? Parce que le marché a déjà tranché de ce point de vue-là. De chaque pays, on voit bien, on a vu les premières courbes, on a vu Afrique du Sud, UK, Israël, etc. Donc on a vu qu'à l'échelle de chaque pays, c'est une affaire de 2 mois, effectivement, à peu près, le Omicron. Mais il faut multiplier ça. Alors, c'est pas un pays après l'autre, mais enfin, en tout cas, c'est pas tous les pays de manière simultanée. En particulier, on a une grosse difficulté. C'est la Chine. C'est que la Chine est dans une stratégie qui va dans le mur, qui est une stratégie zéro Covid. Cette stratégie zéro Covid associée à un vaccin qui ne fonctionne pas contre Omicron ne peut pas se résoudre. Et donc la Chine passe d'un lockdown à l'autre, etc., et perturbe. La Chine, qui est, comme chacun sait, l'usine du monde, continue de perturber la chaîne de production, et on ne voit pas du tout l'issue, puisque la Chine n'a pas l'air de vouloir changer de stratégie. Elle n'a pas l'air non plus de vouloir reconnaître que son vaccin ne fonctionne pas contre Omicron. Et par conséquent, pour l'année qui vient, la Chine va rester un élément perturbateur de la production. Certains disent qu'après les JO, ils pourrait peut-être envisager de commencer à changer de stratégie. Il faudrait qu'il fasse vraiment un U-turn très important, ce qui serait quand même une reconnaissance de faiblesse qui ne paraît pas aujourd'hui très acceptable avec un congrès prévu en octobre. Dans la posture chinoise. Mais en tout cas, c'est possible, c'est même probable. À un moment donné, il va bien... Mais ça reste un point de blocage névralgique, vous dites, pour les chaînes de production mondiales. Un point de blocage qui ne se limite pas à quelques semaines. C'est limité dans le temps, mais ce n'est pas limité à quelques semaines. Michel, si vous avez des commentaires sur le sujet sanitaire, puis je voulais qu'on en vienne quand même au marché, parce que la première semaine et demie de marché de cette année 2022 est déjà très intense, avec des mouvements, des écarts très, très violents qui se sont joués sur quelques journées. Ça va de plus en plus vite. On en a fait le constat l'année dernière en disant qu'il y avait des changements réguliers de leadership dans le marché. Et là, on a eu un mouvement peut-être le plus extrême qu'on ait connu depuis 2 ans, à savoir toujours pareil, sous la surface des indices, où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose puisqu'on est peu ou prou étal sur l'année. On s'aperçoit qu'en dessous, ça bouge beaucoup, ça tourne dans tous les sens, et en particulier sur la fameuse opposition de style entre croissance et value. On a eu le plus fort mouvement depuis bien longtemps, puisque en 6 jours de bourse, on a eu un mouvement de 8% en faveur de la value, en défaveur de la croissance, ce qui était du jamais vu. Et si je compte bien, on en est à notre 8e ou 9e mouvement de rotation entre croissance et value depuis le début du Covid. Et à chaque fois, donc, des rotations qui se sont concrétisées par des mouvements de 8 à 10%. Donc c'est extrêmement violent. Sauf que d'habitude, comme vous le disiez tout à l'heure, ça se faisait sur 2-3 semaines. Là, ça s'est fait sur 6 jours de bourse. Donc c'est redoutable. Alors, c'est logique, puisque ça se fait en parallèle avec la hausse des taux longs américains, qui sont passés d'1,40 à 1,8 entre mi-décembre et là, mais c'est tout à fait violent. Et on peut imaginer qu'à partir de maintenant, on va avoir une pause, comme à chaque fois, qu'on fait l'essentiel du chemin de cette rotation. Et
voilà, donc... Vous dites, vu la manière dont les choses se déroulent, avec tellement d'intensité, de vitesse, etc., on ne peut pas attendre beaucoup mieux maintenant de la value d'un point de vue tactique. En fait, on rejoint vos propos initiaux, à savoir que ça y est, le marché il n'est plus surpris par les surprises inflationnistes. Et il se trouve que à ce moment-là, les taux semblent avoir bien pricé l'inflation telle qu'elle est aujourd'hui. Et on sait très bien qu'il y a une corrélation très forte entre ces rotations de style, entre le comportement de la courbe des taux américaine et ce qui se passe. Et donc, si les taux se stabilisent, les taux longs aux US, vraisemblablement, ça va aussi stabiliser un temps au niveau de la rotation du leadership en Europe. Maintenant, la question, c'est où vont les indices boursiers, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et ça, c'est la question à 1 million d'euros. La question étant, effectivement, est-ce qu'on peut... Déjà, est-ce qu'il faut, dans une année de resserrement monétaire et de réduction du bilan de la Fed, c'est assez mécanique, assez physique. 2018 est un mauvais exemple, j'espère qu'on ne suivra pas. Ah bah oui, mais est-ce que ça ne peut être que bis repetita, ou est-ce qu'il y a un autre chemin possible quand la Fed réduit son bilan? Normalement, l'histoire ne se répète pas, c'est ce qu'on a dit. 2018, ça a été la pire année de l'histoire en termes de performance, toute classe d'actifs confondus. C'est que jamais eu autant. Je crois que quasiment toutes les classes d'actifs ont une perf 90% des actifs étaient dans le rouge. Alors moi, j'entends aussi que quand on a une super année, l'année d'après forcément est positive. Non, en Europe, si on regarde depuis 2015, une année sur deux, on est positif, négatif, positif, négatif, positif. Donc en fait, il n'y a pas de règle. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, clairement, les marchés sont plus chers qu'il y a un an. Ça tombe sous le sens. Après, je ne sais pas, non. Il y a une croissance les bénéfices ont été tellement importants. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que on a mangé notre pain blanc. La question, elle est là, en fait. Le easy trend, c'est fini. Le chemin, l'autre chemin, il est là. C'est tout va se jouer sur la capacité des entreprises et de cette croissance bénéficiaire à prendre le relais des banques centrales, tout simplement. Est-ce qu'on est capable, dans un environnement de réduction des liquidités et de la masse monétaire, de compenser ce mouvement-là par une création de richesse au niveau des entreprises? Aujourd'hui, le consensus dit non, parce que franchement, on attend aujourd'hui une croissance économique supérieure à 4% en Europe et aux États-Unis. D'accord. La croissance des bénéfices attendue aujourd'hui, le consensus dit 7-8%. Donc il y a un truc qui n'est pas cohérent. Il n'y a même pas le double digit de début d'année. Si on utilise un coefficient, les 10%, les 5%, même pas les 10% habituels. 10% habituels, ils ne sont pas là. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion et une vraie crainte sur la capacité des entreprises à maintenir un niveau de marge historiquement élevé dans un contexte inflationniste sur les inputs, sur les coûts, etc., sur les salaires aussi à certains endroits comme aux États-Unis. Et ça, en fait, on revient toujours à la même question, c'est que se passe-t-il avec cette inflation? Comment elle va manger ou pas les marges des entreprises? Et de là, on aura une réponse sur la direction des marchés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, personnellement, je trouve qu'il y a le risque de correction pas violente, mais progressive. On aura peut-être le même schéma que l'année dernière, moins brutal, j'espère, à la baisse. Mais c'est vrai que j'ai du mal aujourd'hui à voir des indices continuer à monter aussi facilement que l'année dernière. Voilà. Je comprends. On reviendra sur l'idée peut-être des drawdowns de 2022. Sur les premiers mouvements de l'année, Julien, les écarts, la vitesse des écarts de marché, est-ce qu'il y a quelque chose à extraire d'une tendance qui pourrait être un peu plus lourde que quelques mouvements comme ça sur une semaine ou deux? Que j'aimerais répondre à cette question et positivement, parce que la décision serait simple en matière de gestion. Non, je crois qu'on est toujours la grande discussion. Alors effectivement, valeur de croissance ou valeur dite value. Moi j'ai du mal parfois avec ces catégories. Je m'y retrouve pas. Je ne fais pas d'analyse financière poussée. Je regarde plutôt la corrélation, c'est-à-dire quand les taux longs baissent, qu'est-ce qui fonctionne. Et quand les taux longs baissent et qu'ils atteignent des rendements très bas, en fait, une entreprise, je ne sais pas, comme L'Oréal ou comme LVMH ou comme Google, je ne dis pas que c'est assimilable à un emprunt d'État, mais enfin, il y a une forme de sécurité dans l'avenir de cette chose. C'est mieux qu'un emprunt d'État. Voilà, je comprends tout à fait d'ailleurs cette approche. Et je me dis finalement, c'est un substitut intéressant à quelque chose qui ne procure plus ce qu'il a procuré. De l'autre côté, évidemment, tout ce qui n'est pas ça devient un peu value. Alors on l'appelle value. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ce qui est plus sensible à la conjoncture. Je ne dis pas que les autres valeurs n'y sont pas sensibles, mais elles le sont moins. Oui. Voilà. Donc là, le débat, c'est est-ce qu'on abandonne un peu toute cette grande dynamique de baisse des taux longs dans la seule perspective de relance, enfin dans la principale perspective de relancer l'inflation. Maintenant que l'inflation est là, est-ce que cette carte est encore à jouer? Il y a une grande discussion et à mon avis, elle a commencé à l'été dernier. Et cette discussion, elle est sous nos yeux, elle continue. Je parle de discussion, c'est un rapport de force à l'intérieur du marché.
Et ce que je vois, c'est que la décision n'est pas prise. Donc, je n'ai pas de conclusion et je reste, moi, extrêmement équilibré là-dessus. Je ne prends pas de position particulière. Les GAFAM restent surdétenus, les banques et l'énergie restent sous-détenus. C'est pas tout à fait ce que je veux dire. Si vous prenez l'indice FANG, qui est un indice que je suis parce qu'il me permet de voir de manière globale comment ça s'est joué en allocation. Il ne surperforme plus le S&P depuis déjà 6 mois. Je sais qu'on continue de dire que c'est l'avenir, etc. Je ne veux pas dire que ça n'est pas le cas. Mais la réalité du marché n'est pas celle-là. Il n'y a plus cette surperformance. De l'autre côté, il y a des valeurs bancaires qui, sans faire quelque chose d'extraordinaire, ont marqué globalement un nouveau plus haut de valeur là, en début d'année, par rapport à la valeur du second semestre, qui était déjà elle-même en hausse. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais est-ce que ces signaux sont suffisants pour déclencher une réallocation significative? Encore une fois, je ne le constate pas. C'est pour ça que je disais que les FANG, les GAFAM restent surdétenus, malgré une sous-performance de quelques mois. Voilà, il n'y a peut-être pas eu encore l'arbitrage complet ou la modification significative. Mais pour ma part, pour rejoindre justement cette discussion, 2018 m'intéresse parce que j'ai eu l'impression, là, en octobre-novembre, qu'on allait revivre ce même scénario. Pour moi, fin 2017 et début 2019, on devait avoir un ralentissement de croissance qu'on a eu, mais on ne l'a vu que les 2-3 derniers mois de cette période. Et là, c'est la même chose. Entre mi-2021 et début 2023, mon travail sur les cycles m'amène à constater un ralentissement de la croissance. Donc, normalement, je devrais constater une stabilisation des marchés. Et je crois qu'elle a commencé. Je constate qu'il n'y a pas vraiment de performance. Alors, c'est vrai que le T4 est très bon, mais le T3 est nul. Et le T4 est bon, mais il est toujours bon. C'est fin décembre qui a été très bon, essentiellement. Bien sûr que novembre à mars, c'est quand même porteur. Donc, même si on est dans une phase de stabilisation, ça peut être quand même légèrement haussier. Mais je ne vois pas de dynamique propre dans les marchés actions. Parce que cette discussion, d'ailleurs, alors value, croissance ou autre chose, est en place. Et donc, ce que j'anticipe, pour essayer d'aller le plus possible dans la perspective, ce que j'anticipe, c'est une poursuite de ce phénomène de consolidation. Et je crois qu'on va mettre beaucoup de temps avant de prendre réellement la décision. La conviction que vous avez, c'est que la conversation que vous décrivez, la discussion, elle va durer. Elle va durer. Et ça va à la fois déterminer la prochaine hausse, mais je crois qu'elle n'est pas encore là et qu'il nous faut encore beaucoup de temps. Donc, voilà, une consolidation est quand même le schéma le plus probable pour les mois qui viennent, pour moi en Europe. Et aux États-Unis, d'ailleurs. Régis, moi je regarde quand même le stock 600 l'an dernier, les 3 secteurs qui ont surperformé le stock 600, c'est énergie, banque, matériaux ou ressources de base. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est les secteurs qui s'affichent en tête quand même de la performance 2021 pour les indices européens. C'est encore bien plus le cas avec donc ces mouvements que décrit. Et voilà. Et donc il y a eu des allers-retours en fait sur 2021. C'était plus le cas sur la première partie de l'année. C'est vrai. Ça s'est fait en 2 temps. Je suis d'accord. Mais plus mitigé. À l'arrivée, sur la ligne d'arrivée, c'est quand même ces secteurs-là ce qui est une nouveauté, on va dire, dans le cycle des marchés tel qu'on le connaît depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, est-ce que c'est simplement très tactique ou est-ce que non, il y a quand même une tendance qui se dégage Il y a eu un phénomène conjoncturel sur la partie acier, matières premières, etc., qui s'est poussé très très forte de hausse de matières premières, qui est quelque chose probablement là pour le coup d'assez temporaire parce qu'on est vraiment dans des sujets d'équilibre offre-demande de court terme. Il y a eu un petit peu de retard à l'allumage dans la partie offre, tandis que la demande repartait fortement. Et cette offre, elle peut, qu'il s'agisse du minerai de fer, qu'il s'agisse du nickel, qu'il s'agisse de l'acier d'une manière générale ou d'autres matières premières, il n'y a pas de pénurie, à part sur les matériaux, les terres rares qui peuvent être effectivement faire l'objet d'une poussée de demande très très significative dans le cadre de la transition énergétique. Mais sinon, sur la plupart des autres matières premières, il n'y a pas de déficit structurel, il n'y a pas donc de raison qu'il y ait cette poussée de prix qui soit ferme et définitive. Il y a eu aussi parallèlement à ça, quelque chose d'un peu plus structurel. En revanche, c'est la volonté de la Chine et d'un certain nombre de pays d'Asie de se conformer aux exigences climatiques et donc de fermer des capacités de production obsolètes et extrêmement polluantes, notamment en matière d'acier, donc d'avoir un marché qui est beaucoup plus équilibré. C'est très bien pour tout le monde. On a un marché de l'acier qui s'est assaini, également avec des barrières douanières qui ont été mises en place en Europe, qui ont fini par fonctionner. Donc globalement, on a eu un assainissement des choses, partant d'entreprises qui étaient plutôt en grande difficulté parce qu'elles souffraient
pour la plupart de prix qui étaient maintenus, eux, artificiellement bas. Ouais. On a été très très haut et probablement on va se stabiliser dans quelque chose qui est assez sain. De la même manière sur les pétrolières, d'une manière générale, on a eu une baisse de la valorisation qui était liée à la fois à la baisse des prix des matières premières, du pétrole en particulier, mais aussi aux pressions de l'organisation des portefeuilles, etc., qui étaient parfois relativement injustifiées. Tout ça s'est un peu normalisé sur la deuxième partie de l'année et continue de se normaliser dans ce début d'année 2022. Sur la partie financière, on partait de niveaux qui étaient extrêmement bas, qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire. Et donc, là aussi, on a eu un rattrapage, simplement, mais même des titres qui ont doublé continuent à avoir beaucoup de potentiel par rapport à une valorisation normée. Je ne parle même pas d'une valorisation excessive ou qui serait supérieure à celle du marché. Simplement, on a fait de tels extrêmes en termes de sous-évaluation qu'on retourne vers la surface de l'eau. Mais on est très très loin de s'envoler encore. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, on est plus dans une affaire de normalisation. D'accord. Alors, cette normalisation, en ce début d'année, elle est complètement spectaculaire et la vitesse de cette normalisation, jamais on a connu ça dans l'histoire, y compris dans les jours qui ont suivi les annonces sur les vaccins qui étaient donc novembre 2020. Oui, 9 novembre, bien sûr. Sur 48 heures, c'était violent. 48 heures, c'était incroyable. Mais quand vous regardez la rotation sur la semaine, c'est le 9 novembre, elle est moins rapide et moins violente que celle que nous avons connue depuis ce début d'année. Alors même qu'à l'époque, il y avait un élément déclencheur, début d'année. Il y a eu le changement de pied de la le début d'année, quoi. Oui, début d'année, puis changement de pied de la... Oui, l'accélération. Mais c'est vrai que c'est très spectaculaire. Très spectaculaire. La réflexion, enfin, et c'est la discussion qu'on a avec les gérants qui viennent discuter ici, Michel, c'est effectivement, matières premières, énergie, on sent qu'il y a peut-être quand même des thèmes de long terme là pour l'investisseur. Secteur financier, je crois que j'en ai jamais autant parlé de manière positive, j'entends depuis 10 ans. Si on est tenté d'aller regarder ces secteurs qui ont surperformé quand même en 2021, on constate néanmoins que c'est des secteurs qui sont peut-être pas forcément les mieux classés sur le plan ESG. Et comme c'est aujourd'hui plus une option dans le marché, il faut être ESG absolument, en essayant d'être le meilleur avec ce filtre ESG. Ça crée une schizophrénie supplémentaire, j'ai envie de dire, pour les gérants. Ouais, ça complexifie encore plus le panorama. Alors, l'ESG est complètement incontournable. C'est plus une option. C'est plus une option. Maintenant, on commence à avoir un peu de recul par rapport à il y a 2-3 ans sur le coût de la transition énergétique et surtout sur comment bien faire les choses, c'est-à-dire ne pas se précipiter. Aujourd'hui, on a bien compris qu'avoir une approche totalement brutale de rupture nous mènera tous dans le mur. Donc ça, c'est déjà un premier enseignement. Et donc, il faut jouer le jeu de la transition énergétique raisonnable, qui tient compte de tout un ensemble de paramètres, que ce soit le nécessaire investissement dans évidemment toutes les énergies renouvelables, mais aussi sur le fait de moins investir sur les énergies fossiles et l'impact que ça va avoir à court terme. Donc, en attendant de pouvoir faire monter en capacité toute cette production d'énergie non renouvelable, il faut meubler, il faut organiser l'espace et éviter que le coût, la facture soit trop lourde à porter pour les ménages et aussi pour les entreprises. C'est exactement ce qu'on a vu en ce moment. Ce qui n'empêche que nous, en tant qu'actionnaires, nous avons évidemment un rôle fondamental à jouer. L'actionnaire a son mot à dire sur la stratégie qui est mise en œuvre par les entreprises. Et donc, on aurait tort de s'en priver. Tout l'enjeu est là aujourd'hui, c'est d'être capable... tout en restant raisonnable, d'être suffisamment ferme pour pouvoir inciter les entreprises à se renouveler, à mettre en œuvre des solutions innovantes pour pouvoir accélérer cette transition énergétique, tout en tenant compte des implications que ça a, des dégâts collatéraux potentiels que ça peut avoir sur la société, sur l'emploi, sur plein de choses. Typiquement, oui, il faut, en tant qu'actionnaire, encourager les meilleures pratiques. On parle du secteur de l'énergie. Voilà, on sait très bien qu'il y a des pratiques encore très différentes entre les différents acteurs, qu'il y a une transparence qui s'améliore, mais qui n'est pas encore suffisante. Il faut définir des points de passage dans le temps, des points de passage aussi chiffrés.
Typiquement, quand on parle du secteur de l'énergie ou du pétrole, parler des façons de compenser et de capter aussi les émissions de carbone, c'est un sujet qui ne doit plus être tabou. C'est un sujet qui doit être débattu entre l'actionnaire et l'entreprise, qui doit faire parfois l'objet aussi de résolutions en assemblée générale. Voilà. Donc il y a toute une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'être actionnaire qui se met en place, qui a pour but de favoriser cette transition énergétique, tout en ayant en tête le fait qu'on ne peut pas y aller de façon trop brutale. Cette transition, ce plaidoyer pour une transition raisonnable, je l'entends évidemment dans votre bouche et dans vos métiers d'investisseurs. Moi, je vois quand même surtout des pressions politiques et réglementaires qui vont exactement en sens inverse. C'est-à-dire qui ne cessent de durcir le cadre parce que le temps compte beaucoup et qu'on n'a pas 50 ans pour se mettre sur la bonne trajectoire. Alors, ça crée aussi on est tout à fait d'accord, mais des forces antagonistes. Oui, alors c'est vrai que l'industrie financière subit une multiplication de réglementations et de contraintes supplémentaires. Mais ce qu'on voit bien, c'est que le temps qu'on essaye de nous imposer ne coïncide pas avec le temps politique qui est totalement secoué et remis en question par les réactions sociales. Donc là encore, on fait notre maximum en tant que financier pour pousser tous les acteurs, quels qu'ils soient, dans le sens de la transition énergétique, en essayant de promouvoir ce qu'on appelle les best in class et les best in universe, donc les meilleurs en absolu et les meilleurs dans leur segment, dans leur industrie. Néanmoins, on a aussi nos propres limites, et les limites, c'est là où le politique doit intervenir, mais on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de sujets, notamment le coût de tout ça. Juste pour illustrer, si tout électrifier a un coût, c'est un coût au niveau de l'achat, c'est un coût aussi au niveau des matières premières. On parlait tout à l'heure des terres rares, mais aussi le cuivre. Quand on veut électrifier, on doit avoir des câbles électriques. Les câbles électriques, c'est du cuivre. Voilà, tout simplement. Donc c'est inflationniste. Si on n'investit plus dans les énergies fossiles, mais que la demande d'énergie, comme c'est le cas aujourd'hui, la consommation continue à augmenter, on a forcément un déséquilibre qui se crée, et donc c'est encore inflationniste. Est-ce qu'on est capable d'absorber ce surcoût au niveau social ? Voilà, donc il y a plein de choses qui sont... Et en attendant, c'est vrai qu'on ne peut pas attendre, puisqu'on voit que cette année, en termes de catastrophes naturelles, on a eu une des pires années à part 2017. Et en Europe, les inondations en Allemagne ont été le principal coup qui fait qu'on a battu tous les records en Europe. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'attendre. On a des solutions, mais elles sont extrêmement coûteuses. Donc c'est comment on réconcilie l'urgence de la situation climatique avec ce coût social politique. Nous, on est là, on veut faire le maximum, mais il faut que ça suive derrière. Le facteur ESG dans les marchés, les tendances de marché, Julien, c'est un facteur prépondérant aujourd'hui ou c'est un facteur très mouvant on nous disait il ne faut pas faire de pétrole et gaz, et puis on voit qu'on arrive à intégrer dans certaines approches ESG, les meilleures pétrolières ou les meilleures banques. Oui, les rapports apolitiques sur la transition énergétique disent tous que c'est un mix qui est la solution. Ce qui revient à dire pour nous, du côté de la finance, que ce n'est pas l'absolu qui est notre projet, mais bien le relatif. Enfin, c'est la même chose. Donc, et de toute façon, on ne peut pas faire autrement maintenant. Et c'est très bien que les financiers aient reçu ces filtres et qu'ils doivent gérer, donc sélectionner les bonnes pratiques. Et on ne peut faire que ça, parce qu'on ne peut pas diriger les entreprises. On ne peut faire que ça, et faisons-le. Et c'est la seule manière de contribuer à la dynamique. Il ne faut pas en demander plus à la finance que ce qu'elle est capable de faire. Je ne pense pas déjà le fait que beaucoup de financiers se soient, en tant que citoyens préoccupés du sujet, est un succès, au-delà des critères. Aujourd'hui, on parle à des gens en finance qui veulent aussi participer de ce mouvement-là. Et c'est une très bonne chose. Et vu ce qui se passe, je pense qu'on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, le sujet pour nous, c'est comment on va composer, et là je reviens encore sur 3-5 ans, comment sur 3-5 ans, dans un environnement qui, à mon sens, sera inflationniste, et qui va donc nous poser des questions sur les matières premières, la redescente des prix des matières premières à l'intérieur des économies, etc., et la transition, comment on va arriver à composer les portefeuilles certains compartiments vont forcément réagir à ça. Donc on ne peut rien exclure aujourd'hui. On ne peut rien exclure. On peut travailler en relatif. On peut travailler de manière plus rigoureuse en relatif. Mais on est obligé de constater que nous appartenons à ce changement et que nous allons l'accompagner. Conclusion sur ce sujet, le facteur ESG, est-ce qu'on peut être un investisseur responsable en ayant de l'énergie fossile, des banques qui financent encore, pour certaines d'entre elles, des énergies fossiles, etc. Les énergies fossiles, on en a besoin et on en aura encore besoin pendant des décennies et des décennies. Donc il ne faut pas confondre ESG avec exclusion. D'abord, dans ESG, il y a ESG.
Donc la gouvernance, une bonne gouvernance, elle appartient aussi bien à une grande entreprise pétrolière qu'à une banque. Oui, mais il y a quand même une urgence climatique. Je suis d'accord. On peut ensuite, il y a l'ES. Espérer une amélioration de la gouvernance. On parle beaucoup de la transition juste. Certes. Il faut se souvenir qu'il y a des salariés et des consommateurs. Et ensuite, il y a le E. Et dans le E, et même au sein du E, il n'y a pas non plus que les émissions de carbone. Non. Par ailleurs, cet enjeu, il est... Donc, chaque entreprise doit, en fonction des critères ESG, s'améliorer, mais cet enjeu, il est global et il est sociétal. Et à mon sens, il ne peut pas être saucissonné entreprise par entreprise. Il y a un enjeu global auquel l'ensemble de la société doit adhérer de son mieux en fonction de ses capacités et de son activité. Rapide, non, Michel, mais vraiment 10 secondes. Ok, 10 secondes. L'illustration, si on regarde aux États-Unis, la production de pétrole va battre son record en 2023. Pourquoi ? Oui. Non, mais pourquoi ? Parce que les actionnaires, s'ils font leur travail avec les sociétés cotées, c'est pas le cas dans le private equity, dans les sociétés qui sont détenues par des familles. Oui. Et c'est ces petites entreprises-là qui aujourd'hui font la croissance de la production américaine. Donc il vaut mieux garder ces boîtes dans le marché public. Et voilà. Merci à vous trois, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Michel Saunier, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance, Julien Nebenzal, président de Futuriem, et Régis Béguet, directeur de la gestion action de Lazare Frères Gestion, étaient nos invités.